retrouve maintenant sur le bloc, donc je l'ai tourné, j'ai mis le premier banc 1, 3, 5, 7, donc les cylindres 1, 3, 5, 7, en l'air pour pouvoir travailler proprement. Ok. Voilà. Et on les a bien sûr nettoyés. Alors, on passe un petit coup de chiffon encore dedans, donc il y a encore des petites... Alors, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais à première vue, ces cylindres sont impeccables. Donc, on voit les traces de honnage d'origine. On peut même encore légèrement les sentir, hein, sans le doigt. Alors, cela n'indique en rien que les cylindres sont bons. Alors, c'est vrai que la plupart des gens ont l'habitude de dire oh, il y a encore les traces de honnage, c'est bon, le moteur il est neuf. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que les traces de honnage, alors surtout sur ce moteur-là en plus, parce que le Northstar a des traces de honnage relativement profondes pour une lubrification plus importante, pour garder plus d'huile. C'est une spécificité un peu de ce moteur. Donc ça veut rien dire. Ce qui est important, c'est de voir qu'il n'y ait pas de rayures. Ici, on voit il n'y a strictement aucune rayure. Aucun des cylindres, aucun des 8. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, il faut savoir que la partie, alors on voit bien une délimitation ici. Alors, le segment arrive uniquement jusqu'à cette délimitation. Donc théoriquement, la partie en haut, une fois nettoyée de toute la calamine ici, est en code d'origine. Alors, bien sûr, avec la chaleur et l'utilisation, il y a toujours des déformations qui se créent, des ovalisations. Alors, sur un moteur en V, il faut savoir qu'on aura toujours une ovalisation de ce sens. Donc, comme ça, on sera plus large que comme ça. Pour la simple et bonne raison qu'il est en V, et le poids des pistons qui appuient vers ici va toujours user un peu plus vers là. Donc ça, c'est tout à fait spécifique aux cylindres, aux moteurs en V, et encore plus sur les moteurs à plat. Donc, on va maintenant prendre notre outil, et on va tout simplement mesurer nos cylindres. Donc, l'outil se met de cette manière dedans. Donc, je vous montre sur le cylindre là, parce que je ne sais pas si on va le voir à la caméra. On le voit super. Donc là, je vais faire la mesure du milieu déjà pour vous montrer. C'est plus facile pour vous montrer. On le met relativement droit dedans. On a ici des rouleaux qui viennent contre le cylindre. La partie ressort qu'on vient mettre contre. Et on vient jauger et trouver le point maximum. On peut voir ici, on va monter. Voilà. OK. Vous voyez, là, on est au maximum. Alors j'aurais tendance à dire un tout petit peu au-dessus de 6 centièmes ici. Ok, donc on va mettre 6 centièmes, hein, c'est pas non plus... ok. Et comme on est de ce côté du 0, de notre 93, on rajoute 6 centièmes. Donc c'est 93 mm et 6 centièmes. Si on était par ici, puisqu'on appuie plus dessus, vous voyez, si on appuie plus, on dépasse le 0, ça voudrait dire qu'on est en dessous de 93. Ok, donc 92, voilà ce qu'on enlève. Là, on est à 6 centièmes, donc 6 centièmes de différence, et on va noter ça. Donc 93,06 mm. On va noter ça, donc là, on a le cylindre numéro 5. Je ne vais pas commencer dans l'ordre, alors c'est volontaire pour la caméra, pour que vous voyez quelque chose, sinon vous voyez rien. Donc au milieu, cylindre 5, dans le sens transversal, 6. Voilà. On va faire la même mesure du sens longitudinal, prenons bien sûr à peu près le milieu. Et en se mettant relativement parallèle au cylindre. Bien, à peu près au milieu. Et on a 7 centièmes tout pile. On note, cylindre numéro 5, 7 et 6. Okay. On refait maintenant notre même mesure un cran plus bas. Alors pareil en bas, je ne sais pas si on le voit à la caméra, il y a également un stop, hein, une marque qui coïncide avec la course maximale du piston. Donc ça,
pareil, tout en bas, normalement, on est en code d'origine puisque le piston ne touche pas cet endroit. Mais on ne prend pas de mesure à cet endroit puisque déjà, ce n'est pas nécessaire, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Et c'est en plus relativement plein de restes de calamine qu'il faut enlever avant de mesurer. Donc ça, c'est une pièce, c'est une partie non usée, ça ne sert à rien de la mesurer. On peut la mesurer uniquement pour donner une idée de la cote d'origine, mais elle est de toute façon faussée avec les dilatations et les déformations, hein, donc ça ne sert à rien. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire donc, j'avais dit notre passe sur le haut, comme ça. Donc on va, après ici, et là on peut voir qu'on a on va dire 8 centièmes, hein. 8 centièmes et demi, donc 8,5. Donc sur le haut. 8,5. Et de l'autre sens, 7. Et on va faire maintenant la même chose sur le bas. Donc, tout en bas, on va aller ici, hop, avant la démarcation. Alors là, on est à 6 centièmes. De l'autre sens, 7 centièmes. Donc 6 et 7. On va marquer ça. Ok. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne au maximum 8,5 centièmes au-dessus de la norme d'origine, qui est 93. Donc c'est quand même beaucoup. C'est largement, ça reste dans les clous, on pourrait rester comme ça. Mais je pense honnêtement, au vu de ça, peut-être passer une taille au-dessus, pour avoir vraiment quelque chose de neuf. Même si effectivement ce ne serait pas nécessaire et que c'est pas mal. Alors l'ovalisation, on a donc le maximum et minimum, donc 7. Alors l'ovalisation maximale qu'on a, elle est de 1 centième et demi. 1 centième, 1 centième et 1 centième et demi. Par rapport à haut, donc toujours dans le même axe, hein, sur le même plan. C'est-à-dire en haut, on a, alors le haut, on a 1 centième et demi d'ovalisation sur le haut, au milieu 1 centième et en bas 1 centième, ce qui est relativement correct, puisqu'on a une tolérance de 1 dixième. Ok, donc c'est vraiment bien. Ensuite, au niveau, alors ce qui est intéressant de remarquer, l'ovalisation, alors ça c'est par palier, hein, au milieu bas. Si on prend l'ovalisation totale, ce qui n'est pas vraiment utile, on a 2 centièmes et demi, puisqu'on a au plus petit 6 centièmes de plus et au plus grand 8,5. Ok. Donc 93, 6 et 93, 85. Donc ça fait la différence. Ensuite, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que sur le plan longitudinal, ok, c'est-à-dire de ce sens, on n'a aucune ovalisation. On est à 7 centièmes tout le long. Ok. Donc c'est bien ce que je disais avant, le poids du piston dans le V qui fait ovaliser plus le sens transversal. Et on note une deuxième chose, c'est qu'on a l'ovalisation, et c'est toujours quasiment le cas, hein, en tout cas tout ce que j'ai eu, l'ovalisation est plus importante en haut du cylindre qu'en bas du cylindre. Ok. Ce qui est quelque part logique. Donc ce cylindre se situe dans les tolérances d'ovalisation et de conicité. Alors la conicité, sur le sens ici, elle est nulle, donc il n'y a pas de conicité. On est à 7 centièmes de plus tout le long. Ok, ça c'est important. Sur le sens ici, elle est de 2 centièmes et demi. Puisqu'on a droit à 1 dixième, on est parfaitement dans la tolérance. Alors, cela dit, on est au-dessus pour le diamètre. Donc le jeu maximal de 0,5, donc de 5 centièmes entre le cylindre
et le piston est dépassé puisqu'on a un jeu plus important, étant donné qu'on a déjà un endroit à 8 centièmes et demi de plus, ce qui est quand même beaucoup. Déjà le piston est en dessous de 93, donc forcément on a déjà plus. Mais on est dans la bonne tolérance vis-à-vis de l'usure. Okay, on est bien sûr hors tolérance neuve, puisque c'est plus un moteur neuf, c'est un moteur de 200 000 km. Voilà, donc pour l'explication des cylindres, on peut bien sûr, comme je le disais pour les mesures du vilebrequin, on peut prendre encore d'autres mesures si on veut plus de précision et faire une cartographie du cylindre, mais ce qui n'est pas du tout utile dans ce cas. Voilà, donc on va donc mesurer, donc je vais faire hors caméra les autres cylindres, puisque c'est le même procédé, je reviendrai vers vous avec les résultats. Alors, après avoir mesuré tous les alaisages, on va maintenant passer au piston. Enfin, au piston, surtout au bielle plutôt, enfin au coussinet bielle, tout ça. Donc pour les cylindres, toutes les mesures ont été faites, donc d'ovalisation et comme je vous l'ai expliqué. Et on est quand même à beaucoup d'endroits au-dessus de la norme, au-dessus de la cote. Donc c'est un bloc qu'on va réaliser. Donc je ne vais même pas mesurer les pistons en eux-mêmes, puisqu'ils vont être changés, dans tous les cas. Puisque même si on avait des pistons à la cote 9, on serait déjà hors cote. Donc, pour mesurer un piston, je vous explique quand même, on le fera de toute façon sur le 9 pour vérifier les jeux, on va le mesurer de façon perpendiculaire à son axe. Donc on a l'axe du piston ici, on va le faire perpendiculaire. On va mesurer ici. Et en général, le fabricant vous donne l'endroit où mesurer. En général, c'est toujours vers le bas du piston, en bas de la jupe. Okay, donc ici, on nous donne 40 mm du haut, ce qui nous ramène ici. C'est là qu'on mesure le diamètre. C'est là qu'il est donné dans le bouquin du fabricant. Ok. Donc, ce qu'on va faire, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, j'ai enlevé le piston, enfin la bielle du piston. Donc c'est très facile. Il suffit de faire sauter le circlip. Alors sur ces pistons, c'est relativement simple. Il y a ici, on peut le voir, une petite gorge là qui permet de le faire sauter. Ok. C'est un petit tournevis là qui saute, hein, il n'y a pas de souci. C'est très facile à enlever. Il faut aussi utiliser en faisant attention de rien abîmer. Un petit crochet comme ça. Hein. Voilà. Donc on enlève d'un côté ou des deux si vous voulez. Hein. Là je l'ai enlevé que d'un côté pour pousser l'axe. Alors c'est des axes flottants, donc ils ne sont pas pressés dedans. Bon, il y a un peu de calamine qui s'est déposée au bord, donc ils sont un peu durs à sortir, donc on les frappe légèrement. J'ai pris une simple petite barre. Alors faites très attention en utilisant une barre en fer, hein. C'est peut-être pas la meilleure solution, parce que j'avais sous la main. Mais faites attention de ne pas abîmer l'aluminium ou le palier de la bielle en tapant. Okay, donc ça c'est très important. Comme ici c'est des pistons que j'utilise plus, j'ai pris ça, mais j'ai fait attention. Ensuite, donc je ne l'ai pas sorti complètement parce que ça suffit à sortir la bielle, hein, pas de souci. Les segments, on va les laisser dessus. Pour l'instant, il n'y a rien de spécial, on n'a pas besoin. Donc on peut voir qu'ils sont bien, qu'ils ont du jeu, hein, enfin qu'ils ne sont pas collés, je veux dire. Du jeu, c'est normal. Combien, on ne sait pas, il faudrait mesurer, mais ils ne sont pas du tout, ils sont pas en mauvais état du tout. Hein. Ok. Alors bien sûr, le piston a un sens. Il y a un marquage pour l'avant du moteur. Alors sur les pistons usés, on peut le voir, on ne voit pas du tout. On voit plus, il faudrait peut-être le nettoyer, mais je pense plus que le marquage est visible. Il y a une petite flèche ou un petit point, mais il n'est pas gravé vraiment profondément, donc on ne le voit pas. Mais une chose sur ce moteur tout simple pour reconnaître l'avant, c'est ici. On peut voir qu'ici, on a un petit morceau de fonderie qui dépasse là, qui n'est pas de ce côté. Okay, il est juste ici. Vous voyez, ça pointe vers l'avant, comme ça. Ça, c'est l'avant du moteur, tout simplement. Il faut juste le savoir, bien sûr. La bielle, on l'a noté aussi. Donc, on note la bielle, numéro 1, avec le sens, même si le sens n'est pas nécessaire, étant donné qu'on a les flèches ici. Alors, la flèche ici, comme je l'avais expliqué, elle n'indique pas l'avant, elle indique l'opposé de l'autre bielle. Les deux flèches doivent être l'une contre l'autre sur un jeu de deux bielles, c'est tout. Voilà, donc j'ai mis une flèche, même ça sert. Juste pour vous montrer, parce que pour la plupart des moteurs, il faut le faire. Ensuite, ce qu'on va faire, on va mesurer. Ici, donc on a un palier en bronze, là. Ok, on peut voir.
Alors on va le mesurer pour voir son usure. On a ici le chapeau de bielle qui est posé. On l'a un peu frappé, mais on peut également mesurer le diamètre là. Donc si on mesure ce diamètre, on prend la bielle dans l'étau, avec des protections bien sûr, et on serre au couple d'usage normal, pour pouvoir mesurer l'alésage, qui doit être relativement rond, et relativement, il doit être bien rond, et au bon diamètre. Ok, donc ça on le vérifiera plus tard, c'est pas pour l'instant le truc que je vais faire. Si jamais on avait un souci au niveau du diamètre là, il faudrait rectifier, ou plutôt, c'est pas vraiment une rectification qu'on fait, hein, puisqu'on fait plutôt un haunage sur pierre du diamètre. Pour faire ça, c'est très simple. On enlève le chapeau et on vient le meuler sur le plat, la partie du bas ici. Ok, juste le chapeau. Donc il va être meulé sur une rectifieuse bien sûr, hein, on ne le fait pas sur le tour à meuler ou avec la meuleuse d'angle, hein, donc ça va être très précis. On enlève une très petite épaisseur ici, ce qui va réduire notre diamètre sur le sens de la hauteur. Et ça va du coup nous faire un trou ovale qui va laisser de la matière, suffisamment de matière pour refaire un haunage et avoir un trou parfaitement rond. Je pense pas que ça sera nécessaire, mais on verra. Mais je pense vraiment pas. Donc, on a des tolérances à respecter ici. Alors, on a combien? On nous donne limite, donc c'est ici 22,008 au minimum, 22,030 au maximum. Donc, on va prendre notre outil de mesure. Alors, on peut utiliser des jauges télescopiques, un micromètre d'intérieur, enfin on peut utiliser... Alors par contre, évitez le micromètre 3 touches. Le micromètre 3 touches avec 3 points de contact n'est pas du tout adapté pour mesurer ce type d'usure, puisqu'il est fait pour mesurer un alésage parfaitement rond. Il ne va pas vous donner de bonnes valeurs si l'alésage est ovalisé. Alors ici, on peut bien se douter que sur un piston, l'usure se fait essentiellement sur la partie haute et la partie basse. Sur les côtés, on a rarement de l'usure. Donc on va prendre une mesure avec un outil qui est un peu du même type qu'une jauge télescopique, mais à lecture directe. Donc on va prendre déjà sur le sens le moins usé, qu'on met dedans, et on met bien en appui, comme ça, en biais, et on fait levier. Et on lit, alors on lit à l'intérieur la mesure, qui est de 22,02. 22,2 centièmes de millimètre, parfaitement dans la tolérance, puisque c'est ce qui nous est donné sur la documentation. Donc je ne sais pas du tout si on arrivera à voir quelque chose. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Pas du tout si elle arrivera à faire le... Je pense qu'on verra. Là on voit la mesure. Ok. Il est 22,02. On peut voir, c'est une échelle graduée double qui bouge. Et si j'appuie, si j'ouvre la tige par exemple, on peut voir comment que ça bouge à l'intérieur. C'est très précis comme outil. Par exemple, je vous montre. Vous voyez? Donc ça nous donne directement la mesure, comme un pied à coulisse, avec une très grande précision, donc du centième. Voire même, je crois qu'on a même les demi, donc en 5 microns de précision. Ok. On va faire la même mesure de l'autre côté, dans le sens de la hauteur. Voilà. Et on peut voir qu'on est à peu près, alors, je ne sais pas si on verra quelque chose, à 0, je vois rien sur la caméra. Là on a 0,35. Ok. Donc on est un tout petit peu au-dessus, sachant que la tolérance 9 est donnée à un alésage entre 22,008 et 22,022. On est un peu au-dessus, ce qui est normal, c'est usé, hein. Et on va donc éventuellement changer les paliers. On va maintenant s'occuper de mesurer les axes de piston. Donc les paliers en bronze sont pressés dedans, il suffit de les sortir et d'en mettre des neufs. Sachez qu'en haut ici, on a un trou de lubrification. Donc on peut voir que c'est conique, pour que l'huile puisse s'y déposer et couler en permanence dans le palier. Okay. Donc bien attention au remontage de mettre le trou au bon endroit.
Pareil ici, on a des petits ergots, là, qui permettent également l'évacuation et de faire passer un peu d'huile. Bien que je ne sois pas sûr que ce soit vraiment l'utilité première. Donc, la bielle. Alors, pour le piston, on nous donne une dimension. Je suis un peu, on pourrait le sortir, mais là, bon, c'est bon, il ne gêne pas. Alors, on nous donne une dimension. Piston pin, c'est où? Piston. Alors, on nous donne une dimension, donc on va déjà enlever l'outil là. C'est une petite précision que j'aime pas laisser traîner. Voilà. 21,99,5 ou 21,995 plutôt à 22 tout pied. On va prendre la mesure, donc c'est vraiment très précis. C'est vraiment 5 microns d'écart maximum. Toujours en neuf, bien sûr. Ça, 22, on vérifie bien sûr toujours les outils. On va déjà le mesurer ici où il y a le moins d'usure, voir combien est-ce qu'on a. Et on peut voir qu'on est à 22 tout pile. Okay. On va prendre ici maintenant. Également 22 tout pile. Dans l'autre sens. Bon, ça ne peut pas tenir. Hop. Pareil, 22 tout pile. Alors, il est à noter qu'il est rare quand même d'avoir de l'usure sur les axes. Hein. En tout cas, dans ce cas-là, avec un palier bronze, c'est toujours le palier qui prend le plus. Et même, c'est pas quelque chose qui s'use beaucoup. Hein. C'est pas quelque chose qui est... ça fait du va-et-vient, mais ça tourne pas déjà. C'est pas du tout quelque chose qui s'use de façon excessive. Ok. Donc, voilà pour un des pistons. On pourrait alors très largement utiliser laisser ce palier. Bon, on va voir. Donc, si je vais en trouver, ça ne doit pas coûter bien cher. Je vais l'échanger au cas où pour être dans des tolérances du neuf. Mais avec 3 centièmes, on peut largement laisser ce genre de palier. Donc, comme dit, on ne va pas mesurer les pistons. On va s'occuper de réaliser le bloc et trouver des pistons. Enfin, trouver, c'est pas le souci de trouver. Prendre des pistons une taille au-dessus. Alors, ils sont vendus en 0,25 mm de plus, 0,50 mm de plus, 0,75 mm de plus et 1 mm de plus. Donc, on a de la marge. On est encore sur la cote standard. Donc, on va passer, si possible, si bien sûr les pistons en 0,25 mm sont disponibles, on prendra les 0,25 mm de plus. On se retrouve maintenant devant la culasse. Donc ça, c'est celle qui comportait le siège de soupape défectueux. Donc la soupape qui était défectueuse. Moi, je regardais un petit coup d'œil là. Donc, on pourrait croire qu'il y avait déjà une soudure, mais non, non, c'est juste une bavure qui a été enlevée de fonderie. Donc, on avait la culasse, alors c'est la numéro, donc là on est 1, 3, 5, c'était celle-là, attendez, ça tout de suite puisque c'est très visible. C'était celle-ci. Donc celle-là. Ça, c'était la soupape défectueuse, elle vient ici. Donc on va vérifier. Bon, les guides, c'est pas besoin de les vérifier, ils sont foutus. Hein, vu le jeu qu'il y a dedans, juste avec... juste en bougeant la soupape dedans, c'est bon, il n'y a même pas besoin de regarder, il va falloir les changer. Donc on va mettre des guides en bronze, ils vont bientôt arriver. Et on verra tout ça. Alors les guides en bronze devront être pressés dedans, donc on va sortir cela, presser les autres. Et ajuster le diamètre. Et là, on fera les différentes mesures sur le neuf. Avec les soupapes neuves, bien sûr. Et on ajustera tout ça. Pareil pour le changement du siège. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de vérifier, avant de faire quoi que ce soit sur cette culasse, vérifier les alaisages ici des poussoirs. Si les alaisages sont en mauvais état, donc on va mettre des poussoirs neufs, ça c'est clair. Mais si les alaisages sont en mauvais état, il va falloir changer la culasse. Hein. Donc, je ne pense pas, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'usure. Bon, à vue d'œil, ça ne veut rien dire, vous me direz, mais bon, ces trucs-là, ça s'use. En général, on voit s'il y a beaucoup de traces d'usure ou pas. Là, ça a l'air correct. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un outil de mesure. Alors, pareil, même principe que pour la bielle. On peut utiliser, j'ai fait une mesure avec un micromètre déjà 3 touches, 3 points de contact. Mais c'est pas très parlant puisque l'ovalisation n'est pas prise en compte. Sachant
que c'est un peu le même principe que le piston. On a une ovalisation qui se crée beaucoup plus rapidement sur ce sens-là que de ce sens. Pardon. Donc ce sens de la longueur, on n'a pas vraiment d'effort, c'est juste un maintien. Par contre, dans l'autre sens, on a la came qui vient pousser de ce sens et vient pousser le poussoir d'un sens ou l'autre. Alors surtout selon le sens de rotation, vers le même sens de rotation. Donc ça va vraiment le pousser, le forcer en travers. Et c'est ça qui crée plus d'usure. Okay, alors on peut voir ici, on a les trous qui sont les galeries d'huile, donc qui vont apporter l'huile sous pression au poussoir. Donc ils sont mis de ce côté, le côté le plus qui s'use le plus vite, pour que ça soit vraiment bien graissé. Hein. Donc, et puis c'est le côté aussi le plus pratique pour les faire passer tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va faire le même principe. On va utiliser le micromètre de touche. Ok. On va voir s'il est bon. Impeccable. Voilà. Donc une taille au-dessus, c'est le même. On peut utiliser les jauges télescopiques. Alors ce que j'aime bien moi avec ceux-là, c'est qu'ils ne sont pas durs à pousser. Donc, en fait, vous avez un bouton, donc celui qui vient rentrer dedans, la partie fixe bien sûr, ils sont bien sûr calibrés, hein, donc on a une bague étalon pour les calibrer. On vient mettre dedans, et en poussant en travers, ça va appuyer cette tige qui fait bouger notre graduation. Et dans la position où elle est lâchée, elle reste en place tant qu'on n'appuie pas sur le bouton pour la ressortir. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts. Alors que les jauges télescopiques, souvent on a un peu plus d'efforts, ce qui risque de rayer l'alésage puisqu'ils sont en alu. Okay, donc on va faire ça. Quand on le met en travers dedans, on vérifie bien sûr que l'alésage est parfaitement propre, c'est super important. Tout est propre, c'est un peu gras, mais ça c'est normal. Et puis là, on le rentre, on le met en travers dedans, on fait sortir la tige, et on prend notre mesure. Voilà, et on vérifie. Alors, 33,02. Ok. Donc 2 centièmes, presque 2 centièmes, je dirais même, on va refaire une mesure parce que je dirais même 33,25 plutôt que 33,20. Ouais, 33,25. Ok. Donc on est dans les tolérances. Les alésages sont donnés à 33, avec un jeu jusqu'à 8 centièmes entre le poussoir et l'alésage, ce qui est tout à fait bon dans ce cas-là. On va faire la même chose de l'autre côté, sens d'usure cette fois. Alors sens d'usure, c'est pas évident parce qu'il faut prendre garde qu'aucun des points de touche ne soit dans la galerie d'huile. Okay. Parfait. On a même la même mesure sur le haut, on a même un peu moins, on est à 33,20, comme quoi l'usure n'est pas toujours comme on le pense. Et en bas, on a 33,20 également. Okay. Alors l'usure est toujours plus importante en haut qu'en bas, hein, c'est sûr, hein, c'est comme pour les alésages des pistons, hein, le maximum d'effort est en haut. Et on est donc bon. On va faire une mesure sur le suivant là. « 33,10, donc on a un peu moins d'usure ici. On vérifie une deuxième fois. 33,10, c'est ça. « 33,20, un peu plus d'usure de ce sens, ok. C'est impeccable. Donc je vais faire la même chose pour tous les alésages en fait, des deux culasses, ok. Et bon, je suis pas inquiet si celui-ci qui avait beaucoup de jeu. Alors ceci m'inquiétait un peu plus parce que la soupape ayant plus de jeu, l'appui n'est pas, comment dire, l'appui n'est pas toujours au même endroit, on va dire, n'est pas vraiment tout à fait au centre du poussoir vu que la soupape a du jeu et se balade un peu. Donc parfois ça a plus d'usure puisque l'effort est distribué une fois là, une fois là, une fois, il est jamais stable en fait. Hein. On peut voir qu'il y a un tout petit peu plus d'usure, mais bon, je suis pas inquiet quoi. Donc c'est bon, on est dans les tolérances et on va faire la même chose sur tous les autres. Et je vous reprends ensuite. Donc il y a aussi les joints de soupape à enlever. Alors pour les enlever, une pince ira très bien. Seule chose qu'il faut faire vraiment attention. Alors un peu particulier sur ces moteurs qui ont ce type de poussoir, comme c'est des poussoirs directs, hein, il n'y a pas de culbuteur.
l'arbre à cam appuie directement le poussoir qui appuie la soupape, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Il faut faire très attention en sortant les joints de queue de soupape de ne pas abîmer l'alésage qui est en alu. Donc ce qu'on fait, ce qui est utilisé d'origine, c'est une bague en plastique, un petit feuillet de plastique que vous pliez là-dedans, juste pour protéger l'aluminium. Très important. On se retrouve maintenant pour la remise en état des culasses. Alors, il s'est passé un long moment entre la précédente section que j'ai filmée sur ce projet et maintenant, donc je ne sais plus trop où j'en étais sur la vidéo. J'avais vérifié donc le bloc, tout est bon au niveau du bloc, donc je m'en occuperai plus tard. Il est parfaitement utilisable, c'est surtout ça que je veux dire. Et maintenant, on va s'occuper des culasses avant de réaliser le bloc, puisque il y a pas mal de travail sur les culasses, et c'est principalement le plus gros qui est à faire. D'ailleurs, je me suis sali bien les doigts, comme ça. Donc, je vais vous exposer le fonctionnement de cette restauration. Donc, comme on l'avait vu, il y avait un sérieux souci sur les sièges de soupape. Donc, on avait des soupapes complètement détruites, entre guillemets. Hein. Et donc, on va devoir refaire une bonne partie des sièges. Alors, à l'échappement. L'admission, il n'y a pas trop de soucis. L'admission, je ne peux pas dire qu'il y a eu de soucis. Hein. Donc, on a ici l'ancienne soupape d'admission. Elles sont tout à fait normales. Bon, on va devoir... Je les change tout de même parce que... Alors, j'ai des nouvelles puisque ici, on peut voir que la partie chromée, donc les tiges sont chromées, est un peu usée. Donc, on a une petite déviation de mesure entre les deux. On a quelques microns de différence. Et surtout, on peut voir que ça a été assez usé, c'est plutôt mat. Pourquoi? Parce que les guides de soupape à l'intérieur sont usés, donc ils sont vraiment ovalisés. Donc la soupape avait un peu de jeu. On peut voir d'ailleurs, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, qu'on est moins usé au milieu et plus usé en bas et en haut. Alors en haut un peu moins et plus en bas, parce qu'en bas, en fait, le guide est maintenant conique avec l'usure, il s'est usé en cône. Donc on a un trou plus grand au côté soupape, côté tête de soupape, et plus petit de l'autre côté. Ce qui fait qu'elle a du jeu de ce sens qui va nous frotter ici constamment et user la partie là. Okay. Donc celle-ci me sert juste d'exemple. Alors les parties, tous les sièges d'admission sur les deux culasses sont bons. Donc je me suis déjà occupé de la première culasse, c'est la deuxième. Donc j'ai nettoyé la culasse complètement, elle est sèche, hein, normalement il n'y a plus de gras, bien que je n'ai sur les doigts, je ne sais pas d'où ça vient. Mais normalement elle est propre et sèche, elle est passée au lavage. Donc à la fontaine de nettoyage, dégraissage, séchage, et c'est plutôt prêt. Tous les sièges d'admission sont réutilisables. Je n'ai pas vu un seul qui a des soucis. Donc les angles sont un peu usés, hein, sont un peu trop larges. La partie de contact est un peu plus large que la limite neuve, bien sûr, ce qui est normal. C'est un moteur de 200 000 km. Et on va simplement les rattraper, c'est-à-dire qu'on va les réusiner, donc les rectifier avec le système à pierre, donc avec meule de rectification que je vous montrerai. Et les parties échappement, donc on peut voir qu'il y en a pas mal qui sont en bon état sur cette culasse. Sur l'autre, il n'y en avait quasiment aucun, je les ai tous enlevés. Et sur celle-là, on a principalement celui-ci qui est très très usé, donc il est complètement plat, hein, il n'y a quasiment plus d'angle. Ça a été complètement brûlé. Donc on ne peut plus le rectifier puisqu'on n'a plus assez de matière, tout simplement. Voilà donc le problème. Bien sûr, les soupapes d'échappement vont être changées. Donc soupapes neuves qui sont là. Donc on a les soupapes toutes neuves d'échappement, donc pour ça, hein, voilà. Alors c'est assez long à faire parce qu'il y a quand même 32 soupapes en tout, hein, entre les deux culasses. Alors, il y en a 4 par cylindre, comme c'est un V8, ça fait 32. Ensuite, donc, outre le fait qu'il faudra changer les sièges, donc pas tous ici, mais une bonne partie, et on va changer tous les guides. Alors les guides vont être remplacés par ces guides en bronze. Donc j'ai déjà fait sur l'autre culasse, je vais vous montrer l'opération. C'est pas très compliqué, hein. Voilà les nouveaux guides. Donc je vous expose déjà le matériel et le fonctionnement. Hein. Donc là c'est les nouveaux guides en bronze. C'est du bronze au manganèse, donc du bronze spécialement fait pour les guides de soupape, qui sont extrêmement résistants. Donc à l'origine on a des guides en fonte.
donc en fonte pour guide de soupape, hein, c'est le classique, le moins cher, le plus utilisé sur les moteurs d'origine. Le guide en bronze, lui, est plus cher, c'est sûr. Et il a surtout la particularité d'évacuer beaucoup mieux la chaleur de la soupape, parce que la soupape chauffe beaucoup, puisque c'est les soupapes, surtout les soupapes d'échappement. Et le but, c'est vraiment d'éliminer au plus vite cette température. Okay, le contact entre l'aluminium et le bronze sera très nettement supérieur donc, pour l'évacuation de la chaleur que la fonte vers l'aluminium, puisque la fonte n'a pas un très bon coefficient de ce côté-là comparé au bronze qui contient du cuivre qui est un très bon conducteur thermique. Donc, première chose. Et ensuite, ils ont une certaine auto-lubrification, si on veut, donc ça dépend des types de bronze, hein, qui est intéressante. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Donc on peut voir qu'il y a une partie qui est conique, c'est la partie, on peut voir d'un côté, certains l'ont des deux côtés, faire bien attention, c'est la partie là qui rentre en premier pour le presser dedans. Alors le pressage, c'est pas vraiment un pressage, hein, ça se fait au marteau. Donc on va, par l'autre côté de préférence, frapper les guides dehors, on va les pousser dehors, avec cet outil. Donc cet outil c'est quoi? C'est une barre d'acier tournée qui permet de rentrer dedans, voilà, pour guider, hop, et on va frapper dessus jusqu'à ce que le guide sorte. Okay, donc il est serré avec à peu près 4 à 5 centièmes d'interférence. Donc l'alésage est 4 à 5 centièmes plus petit que le guide, si je dis pas de bêtises, j'ai ça en tête, en tout cas il me semble que c'est ça. Ça fait un bon pressage quand même, hein. Donc 4-5 centièmes, c'est plutôt pas mal. Alors, quand on va les sortir de ces alésages, les alésages ont pris un petit peu plus de diamètre que d'origine, forcément, vu que c'est déjà pressé dedans, hein. Donc les guides qu'on achète, qu'on peut faire soi-même aussi, sont légèrement plus grands en diamètre. Donc on a 2-3 centièmes de plus qui correspond parfaitement. Donc on a juste à sortir les anciens, nettoyer et mettre les nouveaux. Toujours bien lubrifier. Si possible, chauffer la culasse, ça dilate légèrement, ça peut éviter des problèmes. Sinon, toujours bien lubrifier et le mettre dedans du bon sens. On ne doit pas avoir de morceaux d'aluminium qui sort et qui écorche l'alésage, sinon c'est pas bon. Okay, très important. Donc là, on va tous les changer, admission et échappement. Ils sont tous hors tolérance, hein, donc pas à discuter. On les change tous. Alors attention, c'est pas les mêmes. Les admissions sont plus longs que les échappements là-dessus. Alors on peut utiliser différents types de bronze. Ça, c'est du bronze au manganèse. On en a aussi une acutis d'autres types. Hein. Il y a plein de types de bronze qui peuvent servir. Celui-ci a l'avantage de durer longtemps. Hein, n'est pas trop d'usure. Mais sinon, au phosphore, le bronze au phosphore est très bon aussi. Il faut juste choisir le bon. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va être confronté à un autre problème, c'est qu'une fois pressé dedans, donc pressé, alors pourquoi on le fait au maillet ou au marteau avec les outils spéciaux? Alors, tout simplement, alors là, on a, ici, c'est mon outil, alors, je vais vous montrer ça. Ici, on a l'outil pour les sortir, là, on a l'outil pour les rentrer. Pourquoi c'est pas le même? Parce que tout simplement, ici, j'ai fait un petit rebord, donc déjà, il est plus gros pour frapper, pour bien guider dedans. On a la partie guidage, et ici, j'ai une bague que j'ai usinée à la bonne épaisseur pour tout simplement les mettre tous au même niveau, puisque de l'autre côté, ils dépassent exactement de cette dimension-là. Okay, donc quand on arrive à plat dessus, ça veut dire qu'on est à la bonne dimension. C'est pas en micron, hein, c'est approximatif, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est simplement un guide, ça me permet de ne pas avoir besoin de mesurer. Je les tape dedans, terminé. Okay, on a bien sûr enlevé tous les joints de queue de soupape. Là-dedans, c'est un peu spécial parce qu'il y a les poussoirs, donc il faut une pince spéciale que j'ai fabriquée. Donc une pince qui permet de récupérer au fond dans les joints de queue de soupape. Okay, donc pour les mettre et les enlever. Ça fonctionne très bien. Donc une fois qu'on les a frappés dedans, on va être confronté au souci. Vu que l'alésage est plus petit, qui sont forcés dedans, l'alésage du guide lui-même va se rétrécir au milieu. Ça va faire un bourrelet à l'intérieur, si vous voulez. On peut voir ça comme ça. Ça va s'ovaliser, si on veut. Pas s'ovaliser, mais en forme de tonneau inversé. Donc ça va être convexe à l'intérieur. Et donc, les soupapes ne rentreront pas. Okay, alors là aussi, on a un jeu qui est très important à respecter. Donc, l'échappement aura toujours besoin d'un alésage avec un jeu plus important que l'admission. Pourquoi? Toujours le même problème, la température. Ça chauffe, donc ça se dilate beaucoup plus du côté échappement.
Et pour avoir le même jeu côté admission qu'échappement quand le moteur est chaud, il faut qu'à froid, on ait un jeu plus important sur l'échappement. Okay, donc ça, lubrification oblige, hein, sinon, si on n'a pas assez de jeu, ça va faire des gros problèmes. Donc les jeux, on a des alaisages ici, en gros de 6 mm, donc on est un peu en dessous de 6 mm. On est à 5 mm 93 pour les queues de soupape. Et on veut, pour l'échappement, 5 centièmes de millimètre de jeu. Okay, donc on peut dire, alors 5 centièmes, c'est le milieu qui est très bien pour les guides en bronze. Okay, donc ça dépend des guides, attention, et des véhicules. Hein. Donc là, 5 centièmes de jeu. Donc on veut un alésage 5 centièmes plus grand que la queue de la soupape. Pour l'admission, c'est 0,04, donc 4 centièmes qui sera parfait. Okay, 4 centièmes, c'est bien. 1 centième de moins pour les guides en bronze, c'est bien. Alors par contre, notre documentation d'origine nous donne des dimensions différentes, puisqu'on a des guides en fonte, mais on est globalement dans les mêmes eaux. Hein. Il n'y a pas de souci pour un moteur d'origine, c'est un moteur qui ne sera pas modifié spécialement. Donc voilà. Alors on nous donne ici, pour l'admission, un jeu de 2,8 centièmes à 6,8, donc à 7, on va dire 3 à 7 centièmes de millimètre hein, en 9. Okay, pour l'échappement, 5 à 10 centièmes de jeu. Donc ça, c'est les tolérances pour le moteur quand on va le fabriquer, quand on va là le faire, lui refaire les alaisages. Hein. C'est la tolérance qu'on a. Et à l'utilisation, on ne change pas si c'est pas au-dessus de 12 centièmes. C'est-à-dire 12 centièmes de plus que la tige, c'est plus bon. Okay, sans parler des ovalisations, des cônes, tout ça. Hein. Voilà. Donc nous, on va viser les 5-6 centièmes, 7 centièmes, grand maximum ici à peu près. Puis c'est assez délicat à être exact. Hein, donc voilà. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Alors, on a ici la partie, on a ici un petit outil qui permet de mesurer à l'intérieur. Alors, c'est un peu délicat à utiliser, donc on peut voir c'est un outil qui va s'écarter et on va mesurer au micromètre. Donc on va le mettre dedans, vérifier. Bon, c'est un peu délicat, mais ça marche très bien. Donc c'est pas cher et ça marche très bien. Sinon, il y a ce qui est beaucoup plus intéressant ici, c'est les petits micromètres ici. Okay. Ça, c'est beaucoup mieux parce que là, on peut vraiment mesurer avec précision. Donc c'est 3 touches, 3 points qui vont rentrer dedans et on va mesurer. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment bien pour mesurer. Pareil ici, on a le plus grand qui va être servir pour voir le pressage. Est-ce que le pressage est bon pour les guides? Avec même une petite rallonge si besoin. Okay, donc on va utiliser ça. Beaucoup plus facile. Et on a ensuite les alaisoirs qu'on va utiliser, alaisoir machine. Donc on va réaliser, donc j'en ai deux. Il y en a un à 5,96, l'autre à 5,98. Voilà, pour avoir les bons jeux sur l'admission et l'échappement. Et on a ici un petit outil, un outil de rodage. Donc c'est un outil de pierrage, hein, donc c'est abrasif. Et on va passer avec ça dedans en dernier pour ajuster, rendre déjà la texture correcte à l'intérieur pour avoir un bon huilage. Et réajuster les derniers petits centièmes qui sont nécessaires. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Alors on a ensuite, pour alaiser, bien sûr, je vais vous montrer ça aussi, c'est important. On a plusieurs choses. Ici, j'ai un cône que j'ai fabriqué à 60 degrés, puisqu'on a le dernier angle des sièges qui est à 60 degrés. Celui-ci va se permettre de centrer, voilà, notre alaisoir pour alaiser parfaitement en ligne avec le siège de soupape. Donc ça, c'est très important pour faire réaliser avec l'alaisoir sur les différents guides. Okay. Pareil pour l'échappement. Alors celui-ci, pourquoi il n'est pas conique? Parce que je l'ai utilisé sur l'autre culasse. Quand j'ai enlevé les sièges, je l'ai fait à la taille de l'alaisage sans le siège, pour qu'il rentre dedans sans jeu et on peut parfaitement faire notre alaisage. Okay. Donc ça, c'est un guide. Alors on n'a pas besoin d'être au micron non plus, hein, puisque une fois qu'on aura fini de réaliser et ajuster tous nos nouveaux guides, on va après réusiner, rectifier les sièges en eux-mêmes. Et les sièges sont rectifiés par rapport à l'alaisage du guide. Donc on a une tige pilote qui vient se mettre dans le guide et qui va nous tenir notre meule pour l'avoir exactement centré avec. Voilà. Et on doit être dans à peu près 5 centièmes de maximum de fourron entre le guide et le siège de soupape. Donc on verra tout ça. Hein. Bon ben voilà pour les explications, c'est déjà pas mal. Les sièges. Passons aux sièges. Donc ici on a les sièges neufs, on peut voir. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces sièges? On a
une partie chanfreinée, enfin plutôt avec un rayon qui permet de presser dedans. Le seul problème qu'on a, qu'il faut bien prendre en considération, c'est que le diamètre est plus grand, puisqu'ils sont prévus pour une cote réparation. Donc quand on va enlever ce siège, il faudrait théoriquement ragrandir l'alésage pour mettre les nouveaux dedans. Alors le milieu est à peu près la même taille, mais pas l'extérieur. Et bien sûr, il n'y a pas d'angle qui est encore taillé, donc il faudra tailler les angles, hein, bien sûr, c'est logique, c'est tout à fait normal. Bon, le souci, c'est que mon but, c'est d'enlever ces fameux guides, ces fameux sièges, sans pour autant endommager leur alésage. Donc si l'alésage est bon, parfaitement rond, parfaitement propre, il n'y a aucune raison de le refaire, parce que c'est compliqué à faire. Si on n'a pas la machine adéquate, on peut le faire sur la fraiseuse, mais le souci, c'est qu'ils sont en angle, ils sont pas du tout parallèles à la surface, ni en dessous ni au-dessus. Ils ont un angle, ils sont comme ça, et ceux-là, ils sont comme ça. Donc il faudrait fabriquer tout un système pour mettre à la fraise. Alors j'ai préféré opter pour une autre solution, vu que j'ai réussi, en tout cas sur le culasse, à avoir tous les alésages parfaitement bons. Ils sont parfaits, ils sont bien ronds, ils sont vérifiés, ils sont au micron près, à la bonne taille. Okay, je les ai nettoyés, et j'ai simplement réduit l'épaisseur modifier en fait le diamètre extérieur des sièges. C'est pas des sièges super durs, ils sont pas non plus en métal poudre, ils sont vraiment en acier classique trempé, le classique qu'il y a dans tous les moteurs d'utilisation courante. Okay, donc on peut le faire avec un outil céramique ou outil de diamant. J'utilise l'outil céramique qui marche super bien, et je réduis le diamètre pour être en diamètre d'origine, et on a un siège d'origine qui viendra se presser dedans. Okay, je vais vous montrer ça puisque je les ai déjà fait pour l'autre culasse. Donc sur le tour, voilà un exemple. Celui-ci a été modifié. Vous voyez que l'état de surface est même meilleur que celui d'origine. Donc il faut refaire l'arrondi, le rayon, et ici l'extérieur, diamètre extérieur, qu'on doit avoir. Celui-ci fera 32,907, hein, donc au micron, hein, millimètres de diamètre. Alors sur le tour, c'est simple, j'ai usiné un cimblot qui va permettre de porter cette pièce. Donc on le met dessus avec un cimblot qui est très ajusté pour ne pas avoir de jeu. Et on serre de l'autre côté avec une rondelle qui est limite, qui nous permet encore de faire le chanfrein, enfin le rayon. Et on serre ça dessus. Et puis on travaille là-dessus. Voilà, donc c'est super rond, il n'y a aucun faux rond. Alors il faut savoir, le souci c'est que l'alésage du milieu n'est pas précis. C'est un alésage où il y a simplement le passage des gaz, hein, il n'y a rien de spécial. Et du coup, entre tous les sièges, j'ai toutes sortes d'alésages différents. Okay, tous ceux que j'ai, donc je commence au plus grand et je rectifie mon cimblot sur le tour au fur et à mesure que je passe à d'autres bagues. Hein. Donc ça, il faut savoir, faut faire attention. Alors, le pressage est très serré sur ces sièges. On a 15 centièmes, donc 1,5 dixième de serrage, ce qui est énorme. Hein. Pour l'alu, c'est les valeurs qu'il nous faut. Alors on peut aller plus bas, même 10 centièmes, ça pourrait suffire sans problème, il ne va pas tomber, hein. Il y a des moteurs qui sont à seulement quelques centièmes avec des parties en alu, ça pose pas de souci. Hein. Donc ça c'est important. Mais là on me donne 15 centièmes en général pour les sièges de soupape dans des culasses alu. On peut descendre à 10, 11, 12 centièmes pour les versions en fonte. C'est très très important. Le gros souci, c'est la mise en place. La mise en place, ça se fait comment? Eh bien, on va chauffer la culasse, on va la mettre au four, à environ 120 jusqu'à même 150 degrés. Ça ne posera pas de souci, elle ne va pas se déformer. Hein. Et de là, ça va nous dilater les trous pour pouvoir mettre nos sièges en place. Alors, le truc, c'est de mettre ça au four et de mettre les bagues au congélateur ou si on a de l'azote liquide, c'est le top. Sinon, au congélateur, ou la plupart ne le font, c'est même pas une nécessité. 15 centièmes, on arrive à les frapper dedans si ça c'est au four. Hein, donc ça, normalement, ça devrait pas poser de problème. Sinon, au congélateur, c'est mieux. Alors, bien lubrifié, on la sort du four, tout est prêt, on lubrifie vite, tac, tac, on les tape dedans, donc avec un guide. Donc le même principe que ça, qui viendra se prendre dans le nouveau guide de soupape. Et avec ici un épaulement, donc je ne sais pas cet outil-là, je le fabrique. Avec un épaulement qui vient dans la bague qu'on va presser dedans, juste pour avoir un bon guidage. Et on frappe ça dedans rapidement jusqu'à ce qu'on ait à plat. Alors, évitez de le faire à la presse. Pourquoi? Parce que la presse, ça serait bien. Le problème, c'est que, comme dit, on est en angle. Donc, on a un angle, donc il faudrait faire un support rotatif pour pouvoir le mettre à la presse dans le bon angle, ce qui est relativement compliqué. Hein. Donc, on les tape, on les frappe dedans, il n'y a pas de souci. Hein.
Là aussi, il faut vraiment qu'il soit au fond dedans et que ça n'abîme pas l'aluminium. Pour ça qu'il faut toujours avoir ce fameux rayon côté culasse. Okay, super important qu'il soit vraiment là. Et s'il n'y est pas, il faut le faire. C'est indispensable. Bon, ben voilà pour la théorie. Hein. Ensuite, j'ai nettoyé aussi le plan de joint. J'ai contrôlé la planéité. On met simplement une règle à fil. Hein. Donc c'est une règle fine, taille fine de précision. Et on ne doit pas avoir plus de 5 centièmes de déviation sur toute la surface. Donc c'est simple, on pose notre règle et on vérifie en dessous. On voit déjà de toute façon la lumière qui passe, si on est bon ou pas. Il y a toujours un peu de lumière, c'est normal, mais on voit déjà par rapport à cette quantité comment que c'est. Et on utilise ensuite les cales, le jeu de cales, hein, classique. Ici un jeu de cales, voilà. Donc j'ai commencé avec la plus fine qu'il y a dessus, la 3 centièmes. Donc 3 centièmes. Et elle passe vraiment nulle part déjà, donc on est largement bon dans tous les sens. Alors, on vérifie comme ça, en diagonale, comme ça, dans tous les sens possibles, imaginables. Et on vérifie que tout est bon. Alors on remarque juste, donc c'est inutile de la surfacer, hein, on ne surface pas pour rien, puisque déjà c'est compliqué de pouvoir surfacer, étant donné que un surfaçage va réduire la hauteur de la culasse, et on est très limité, on a une limite sur ces culasses de quelques dixièmes. Certaines, c'est même pas autorisé, d'après la documentation, bien sûr. Aucune rectification n'est autorisée, hein, c'est parfois écrit dans la documentation, même bien souvent. Donc on évite, s'il n'y a pas besoin, on ne le fait pas. Il n'y a pas besoin, ça ne sert à rien, ça ne va pas rapporter quoi que ce soit de mieux. Au contraire, là, on a fait un nettoyage, j'ai passé une pierre de rodage dessus, ici, fine, avec bien de l'huile de rodage, on a bien passé partout. On peut voir qu'il reste ici quelques... Bon, on le sent pas du tout à l'ongle, hein, c'est vraiment... Il n'y a rien du tout, il n'y aura pas de souci, je suis pas du tout inquiet. Un peu d'érosion là, mais ça posera pas de problème. Donc ça, c'est sûr, je sais que ça sera parfait. Ce qui est important, c'est regarder autour des chambres de combustion ici, que tout soit bien. On voit que là, tout est bon. Je sais que le joint prendra parfaitement toute la forme, il n'y aura pas de souci. Hein. Voilà. Donc ça, c'est important à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous restera à faire là-dessus? On a vérifié tout ce qu'il faut de ce côté-là. Donc elles sont utilisables, elles sont bonnes. Et mis à part les sièges. Donc je vais encore voir lesquels je vais changer. J'ai déjà changé celui-ci. Et on va passer à la première opération dont je ne vous ai même pas parlé, force de parler. Alors certains disent que je parle beaucoup, c'est vrai, mais le but c'est de vous expliquer vraiment dans les détails. Hein. Ceux que ça intéresse pas, ben, ils peuvent avancer, pas de problème. Parce que je n'ai eu des commentaires qui me disent que je parle beaucoup, oui, mais si on n'a pas la théorie, le but des vidéos que je fais, c'est pas une distraction, c'est aussi surtout pour les gens qui veulent faire eux-mêmes aussi ce que je fais là, qui puissent le faire, qui puissent comprendre jusque dans les détails, parce que souvent on regarde une vidéo, on regarde faire, mais il manque des détails, on se dit mais ça on n'est pas sûr, ça on n'est pas sûr, est-ce que c'est comme ça, comme ça. Moi je veux vraiment donner le maximum de détails qui va vous permettre, quand vous êtes devant votre culasse, de se dire oui c'est vrai, là il y a ça, c'est ça, on fait ça, oui il avait dit ça, machin, je suis rentré dans les détails qui va permettre de clarifier dans la tête de celui qui veut refaire ça, toutes les opérations qu'il a à faire. Voilà, que ça soit clair. C'était le but aussi de la vidéo pour la restauration de la boîte de vitesse qui a aidé plein de gens. J'ai eu beaucoup enfin beaucoup, non plus pas des centaines, hein, tout le monde n'a pas une boîte automatique à refaire, mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui ont refait leur boîte grâce à ma vidéo et qui aujourd'hui roulent avec leur boîte, une TH350. J'ai eu 2 personnes avec une TH400, une 700 R4, donc qui sont sur les mêmes principes, on va dire, et qui ont refait et qui m'ont posé des questions et dont on a discuté par rapport à ça. C'est vraiment super. Hein, donc, c'est tout l'intérêt des vidéos. Donc, j'en viens pour sortir les sièges. Alors, comment on va sortir ces sièges? Puisqu'on n'a pas du tout de rebord, hein, on n'a rien du tout, on ne peut pas les frapper dehors. Alors, et surtout sans abîmer l'alésage. Alors on pourrait aller sur la fraiseuse et les usiner, mais comme dit, ils sont assez durs. Ils sont pas très très durs, mais ils sont assez durs. Donc pas génial. Par contre, le truc qui marche au mieux, c'est de faire un cordon de soudure tout autour du siège. Ok? Pourquoi? Parce que lorsqu'on va faire le cordon de soudure, le métal, dès qu'il va refroidir, il va se rétracter. Et la bague va tomber dehors tout simplement. Donc j'ai sorti les 8 autres de l'autre culasse, comme ça, sans aucun souci. Et sans abîmer quoi que ce soit. Okay. Alors comment on fait ça? L'idéal c'est au TIG. Donc ici, on va utiliser le poste TIG avec cette torche. Okay. Alors le truc c'est qu'on va
On va passer dedans. Alors, je vais peut-être mettre la petite torche. J'ai une petite. On va vraiment faire une petite soudure tout le long, ok, de chaque côté. Alors, juste pour vraiment... l'idéal, c'est d'utiliser le TIG parce que le TIG ne fait pas d'éclaboussure, ne fait pas de saleté, ça reste propre. Donc ça, c'est important, surtout avec l'alu, hein. Et vraiment faire un joli cordon, enfin joli c'est un grand mot, parce qu'il faut bien se dire que cet acier là, vous allez pas, c'est pas un acier spécialement soudable, c'est dégueulasse en fait, hein. Il va se trouer, se perforer, il y a plein de merde dedans, il est rempli de carbone, à force que la soupape tape dessus avec des particules de carbone, bah, ça rentre dedans, hein. Et donc souder c'est un grand mot, hein, ça sera pas joli. Par contre c'est suffisant pour rétracter. Alors, on ne peut pas faire un beau cordon de soudure comme on le ferait habituellement au TIG, hein, bien sûr, voilà. Donc on va préparer tout ça et on va faire ce fameux cordon pour faire sauter déjà le premier siège qui est indispensable à enlever, qui est celui-ci. Donc je vais préparer ça et je vous reprends. Alors oui, c'était long la théorie, mais voilà, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est important pour ceux qui veulent le faire. Maintenant, ceux qui regardent, parce que moi aussi je regarde des vidéos d'usinage pour la distraction des fois, hein, ça, voilà. Ceux qui veulent pour la distraction, bah, vous sautez la partie, hein, vous avez la petite barre pour sauter et il n'y a aucun souci, ça marche très bien. Bon, je vous prends pour la petite soudure au TIG. Alors j'ai mis, vous voyez rien forcément, j'ai mis un écran de protection pour soudure, j'ai fixé une lentille de soudure, on va voir ce que ça donne, j'ai jamais essayé, on va voir ce que ça donne. Donc au TIG, avec la pédale pour varier l'ampérage, j'ai mis 130 ampères maxi. Et on va essayer avec la mini-torche, donc on va déjà purger le gaz. Et on va essayer. La caméra, c'est pas évident. On va voir ce que je peux faire. J'ai mis la petite torche TIG, je vous montrerai ça après. Ultra souple, trop génial. Allez, c'est parti. On peut voir, hein, ça prend très mal, hein, c'est pas... Voilà. Donc, est-ce qu'on a bien vu? Est-ce que j'étais bien? Ça a l'air pas mal, ok. Alors, donc j'ai fait le pourtour. Ici, tout autour. Alors, je voyais pas grand chose, mais ça va, c'est pas mal. Avec la mini torche, on peut voir là. Donc ça, c'est génial, c'est des petites torches de marque CK qui sont vraiment flexibles, donc on peut tourner la tête dans tous les sens. Alors j'ai un embout plus petit, j'aurais peut-être dû mettre le plus petit, hein, bon c'est pas grave. Et avec le tuyau ultra souple qu'on peut enrouler, hein, on peut voir presque autour des doigts. Il n'y a pas mieux pour souder au TIG, c'est le top. En tout cas pour moi, c'est les meilleures torches. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça bouge?
Faire un petit peu levier. Et elle bouge tout seul. Hein. Ah, peut-être encore un peu à faire plus. Si c'est pas suffisant, si ça vient bien, voilà. Je veux vraiment pas trop forcer. On peut voir, j'ai un peu touché avec le métal d'apport ici. C'est pas bien grave, mais ça vient vraiment très bien. Hop. Sans vraiment forcer, hein, c'est vraiment, je force pas du tout là. Hop. Et elle est presque dehors. Alors si on veut vraiment la sortir encore plus facilement, on peut refaire une passe dessus sans métal d'apport, juste faire fusionner. Et là, ça sera génial. Et voilà, il est dehors. Ok. Alors comme dit, je sais pas si on l'aura vu à la vidéo ou pas, il faut pas s'attendre à une belle soudure, hein. C'est vraiment, ça éclabousse même avant qu'on mette le métal d'apport. Et pour ça, petite astuce, utiliser de l'inox, du métal d'apport inox. Donc du 316 ici que j'ai. Pourquoi? Parce que le 316 va vous permettre, dès qu'on va le mettre dessus, ça va rétablir nouveau comme il faut le métal, entre guillemets, et ça n'éclabousse plus. Alors qu'avec l'acier, ça éclabousse, ça continue à éclabousser. Okay, parce que c'est, comme dit, c'est chargé en plein de choses. Hein, donc, et ici, c'est même pas tiède, hein, l'aluminium absorbe directement la chaleur, donc il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. On va rien abîmer du tout, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, donc on peut voir, c'est parfait. Super. C'est propre, on peut le mesurer, on va le mesurer d'ailleurs après, et voir où ça en est. Donc je vais éteindre le poste parce qu'il fait plein de bruit. Et ces petites torches là, franchement, ça permet vraiment d'aller partout. C'est vraiment top. Alors comme dit, j'ai l'embout une tête plus petite, on peut mettre les versions, c'est la version 17, on peut mettre les versions 9 qui sont plus petites. Par contre c'est limité en ampérage, c'est 150 pour celle-ci et la petite 125. Celle que je vous ai montré avant, la plus grosse, a la tête flexible, donc on peut plier la tête, c'est flexible à plus ou moins 40 degrés. Celle-ci va jusqu'à 200 ampères. Donc là c'est vraiment la première fois que j'essaye celle-là pour ça, vu que j'avais pas encore d'adaptateur, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc très propre, beau travail. Bon, bah les soudures, comme dit, c'est pas de la soudure esthétique du tout. Hein. Le but, c'est vraiment... Alors, j'ai essayé de chauffer uniquement le siège, juste chauffer le siège, à rouge avec le TIG, mais ça fait plein d'éclaboussures, vu que le métal est vraiment pas génial. C'est pas une question de gaz ou quoi que ce soit. Hein. Et du coup, ça suffit pas à rétracter suffisamment pour enlever le siège. Donc, je passe un coup de soudure, ok ?